Corporate, et puis Executive Key Account Leader. Voilà, puis donc il a rejoint General Electric en 2017, et depuis 2021, Natal Energy, donc dans le domaine de l'hydroélectricité, et puis donc depuis tout récemment comme donc CEO de Keymode. Keymode, donc il va nous présenter cette société, donc une start-up innovante dans le domaine de la production de SAF par la technologie Heat Exchanger Reactor. Voilà, Nicolas, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas Hafner Energy, donc... Ah pardon, Keymode. Oui, non, mais c'est juste que la présentation. C'est juste la présentation bon. qui est pas à jour. Bonjour à tous, donc Nicolas Serry. Merci pour cette introduction. Ravi de faire partie de ce panel. Alors, le temps que... Keymode avec un K. Bon. Le temps que les pages arrivent, je vais expliquer ce qu'on fait. Donc, nous, on est une société française qui développe des solutions pour valoriser soit du CO2 et l'hydrogène, soit du syngaz, vers 3 types de molécules qui sont du méthane de synthèse, du méthanol de synthèse et des carburants d'aviation durable. Donc on a, comme indiqué sur cette page, sur cette partie-là, 3 types de molécules qu'on peut produire à partir de 2 types d'intrants, donc hydrogène et CO2. Le CO2 pour dire un peu n'importe où, ou du syngaz. On a développé une solution qui est à chaque fois basée sur ce qu'on appelle des réacteurs échangeurs de chaleur que je vais vous présenter. Et donc pour différents use cases. Alors le premier use case, c'est de la production de méthanol, donc qui est fait à partir, donc, là, dans ce cas-là, d'hydrogène CO2 avec des phases de compression. Tout ça passe dans notre réacteur. On a à chaque fois la possibilité de faire de la récupération de chaleur, puisqu'on travaille sur des réactions qui sont toutes exothermiques, donc avec l'intégration de chaleur sur des projets, et en sortie, donc une séparation des produits, notamment de l'eau et du méthanol, pour ensuite la valorisation du méthanol. Deuxième use case qui est un peu similaire, c'est du production de méthane à partir de gasification. Donc là, l'intrant est un peu différent. On prend de la biomasse ou d'autres choses d'ailleurs, ça peut être du déchet, qui est gasifié. Alors, gasification n'est pas du tout dans le scope, mais on travaille avec des entreprises qui savent le faire. On passe ensuite sur différentes étapes. Je ne vais pas rentrer en détail, mais enfin, on a de la purification de syngaz, on a une étape de water gas shift, puis une étape de méthanation avec des séparations un peu partout. On récupère également de la chaleur. Et ensuite, on a du méthane qui est injectable réseau. On a également développé une solution un peu similaire à partir de notre solution de water gas shift pour produire de l'hydrogène en partenariat avec une société. Donc là encore, à partir de déchets a priori bio, mais pas que. Dernier use case qui, je pense, un des sujets de cette table ronde, c'est la production de SAF. Donc là, on peut partir de syngaz, on peut également partir d'hydrogène et CO2. Donc la particularité qu'on a développée, c'est une solution qui permet de démarrer du CO2, de transformer le CO2 en monoxyde de carbone avec une brique de reverse water gas shift, qui est une brique qu'on fait à température moyenne, on va dire, pour du reverse, c'est-à-dire autour de 700 degrés. La réaction de reverse water gas shift est une réaction endothermique. Puis on a une brique de Fischer-Tropsch, également dans nos réacteurs, pour ensuite avoir un crude qu'on recycle pour la partie non SAF dans une oxydation partielle, et en sortie produire du kérosène et un résidu de diesel et de cire. Alors, je vous ai parlé de solutions et je serais ravi de répondre à des questions derrière ou d'échanger avec certains s'il y a des questions.
Mais juste peut-être si je fais un petit step back, la manière dont on voit le marché est la suivante. C'est-à-dire qu'on voit le marché des e-fuels globalement et dans une moindre mesure les biofuels, contraints par 4 grands facteurs principaux. Le premier facteur, c'est le terrain, qui est un sujet dans les pays comme l'Europe. Alors c'est un peu moins le sujet si on va dans des zones géographiques type Brésil ou États-Unis. Mais c'est un sujet en Europe et on voit que les premiers projets d'e-fuel peuvent rencontrer d'ailleurs des oppositions locales. Ce n'est pas le principal contrainte. La deuxième contrainte, c'est la nécessité d'avoir du CO2. Il faut du CO2 biogénique. Et là, ce qu'on voit, c'est quand on regarde les sources de CO2 biogénique un peu partout, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, la moyenne, c'est entre 50 et 100 000 tonnes de CO2 par an par site de CO2 biogénique. Et c'est pas énorme, en fait. Il y a beaucoup de sources qui sont plutôt autour de 10 000, voire moins. Et il y a quelques sources qui sont au-dessus. Les plus grosses sources sont autour de 300 500 000 tonnes de CO2 par an, mais on parle de quelques sources. Typiquement, en France, il y en a vraiment quelques-unes. Donc ça, c'est une contrainte parce qu'on voit qu'il y a une nécessité soit d'acheminer le CO2 quelque part, soit d'aller transformer le CO2 à peu près à proximité de là où il est produit. Troisième contrainte, c'est l'hydrogène. On a besoin de quantité d'électricité pas chère, et avec des contraintes de connexion au réseau. On voit que dans des pays comme l'Espagne, par exemple, il peut y avoir une contrainte de connexion. C'est compliqué de connecter plus de 50 MW d'électrolyseurs sur un réseau électrique espagnol. Et donc, c'est une contrainte également qui vient conditionner ça. La dernière contrainte, c'est le financement. Le financement, et on voit que c'est un sujet, on parle rapidement de projets de plusieurs milliards d'euros ou de dollars, avec des financements bancaires sur des technologies qui n'ont jamais encore complètement marché ensemble. Donc on voit que c'est un sujet, on voit que c'est un gros sujet, et c'est un sujet qui est aussi drivé par la technologie qui fait ça. C'est-à-dire que si vous prenez des technologies, on va dire traditionnelles, que vous pouvez trouver dans le monde de l'oil and gas, qui ont fait leurs preuves dans des domaines type raffinerie ou raffinage. Et vous avez un exemple sur la page d'un site au Qatar. On voit que rapidement, c'est des grosses installations qui ont besoin de gros volumes de CO2, qui ont besoin de gros volumes d'hydrogène et qui coûtent plusieurs milliards. Bon, tout ça contraint fortement le sujet. Et nous, ce qu'on propose, c'est une approche qui est un peu différente, qui est une approche modulaire, qui permet de valoriser, que ce soit du A ou du syngaz ou des sources d'hydrogène et de CO2, de taille petite, moyenne ou grande, avec des coûts à peu près similaires. Et en fait, quand on fait nos études, ce qu'on voit, alors là je parle en quantité d'hydrogène produite en mégawatts, mais on pourrait faire la similitude avec des volumes de syngaz. Ce qu'on voit, c'est que typiquement les technologies dont je parlais là, typique raffinage, elles démarrent à partir d'une certaine taille, c'est-à-dire qu'en dessous elles ne savent pas faire, techniquement ça ne marche pas. Et puis il y a une forte décroissance des coûts qu'on va sur la grosse taille, qui est ce pourquoi elles sont faites originellement. Nous, ce qu'on propose, c'est une solution qui est modulaire et qui fait du sens, on va dire jusqu'à des tailles autour de 300 MW. Au-dessus, je pense que il est préférable d'aller sur d'autres types de solutions, mais en dessous, on a quelque chose qui permet de valoriser les choses et qui permet de valoriser ça de manière compétitive. Et donc, c'est vraiment le type de solution que nous proposons. Alors, comment on fait ça? On part ce qu'on appelle un réacteur changeur de chaleur. Donc, c'est l'équipement métallique que vous voyez là. Je pense qu'on est à peu près la seule société au monde à pouvoir fabriquer ce genre d'équipement aujourd'hui, qui, grosso modo, permet de faire deux choses. C'est permet de gérer très bien les exothermicités de réaction et de gérer très bien les montées en pression. Et c'est ces deux paramètres-là sur lesquels on va jouer pour faire nos réactions de manière modulaire. Je passe rapidement sur la manière dont on fait ça, mais on fait ça à partir d'un procédé qui s'appelle le soudage-diffusion, qui est un procédé qu'on a beaucoup travaillé, et on a travaillé aussi beaucoup sur le pairing entre ces réacteurs et des solutions catalytiques. On est présent, donc, encore une fois, sur les 3 molécules avec des caractéristiques sur chacun. J'en ai parlé un petit peu avant, donc je ne vais pas forcément rentrer en détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit la molécule qu'on traite et qu'on produit, on est à chaque fois sur des réactions qui sont... on va chercher des forts taux de conversion, donc des forts rendements énergétiques, parce qu'on va jouer sur la bonne maîtrise de la chaleur et sur la pression et les bonnes conditions de température et de pression. On a des quantités de catalyseurs qui sont très faibles, donc on n'a pas des coûts d'OPEX... on a des coûts d'OPEX faibles sur ce sujet, et puis on a à chaque fois une solution qui est modulaire. On adresse le marché de 3 manières. On est soit capable de
vendre nos réacteurs. Bon, c'est une chose, mais on est aussi capable de faire des solutions modulaires et des solutions en skid, en fait, de différentes tailles qu'on propose clé en main jusqu'à des certaines tailles. Et pour des gros projets, on est capable de s'associer avec des EPC qui sont des EPC reconnus, où là, on propose un design package avec des équipements propriétaires. On a ici une gamme de réacteurs. Donc, on a 3 tailles de réacteurs. On a un réacteur qu'on appelle K5, qui est notre réacteur commercial. Et ensuite, on travaille sur des skids de réacteurs qui permettent de monter en gamme et de monter en pression. Enfin, de monter en taille, pardon, quand il s'agit d'adresser des tailles diverses et variées. Alors, on a également fait évoluer nos designs de réacteurs. Donc, on a, depuis peu, travaillé sur un nouveau design cylindrique de réacteurs gaz to liquide, donc toutes les réactions méthanol et SAF, qui permet grosso modo d'une part de monter plus facilement en pression et d'autre part de monter la capacité de production. Donc un réacteur cylindrique avec une forme que vous voyez là, et qui est vraiment un design vraiment très unique et très spécifique à nos sociétés, parce qu'on en détient la propriété intellectuelle sur ce genre de design. On a un site de production qui est situé à Vissou, à côté d'Orly, au sud de Paris. Donc si jamais vous êtes à Orly, que vous ratez votre avion, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On fera un plaisir de faire visiter notre site. C'est juste à côté. C'est mieux que le duty free d'Orly. Dernier élément, et je terminerai par là avant de laisser la parole à mes collègues et du panel. On a un certain nombre de projets qui constituent nos références. On est historiquement un acteur du méthane, donc on a plus de références dans le méthane de synthèse et la production de méthane. On a également des références dans le carburant de synthèse depuis quelques temps, et je vais en parler du projet, dans le méthanol également. Mais si je m'appesantis peut-être sur 3 projets emblématiques. Le premier projet emblématique dans le méthane, c'est le projet qui s'appelle Jupiter 1000, qui est en opération depuis maintenant quelques années, qui est situé à Fos-sur-Mer, à côté de Marseille, qui est un projet d'injection de méthane de synthèse dans le réseau, et qui est en partenariat avec GRTgaz, qui a maintenant changé de nom, et CMA CGM, notamment. Deuxième projet, qui est le projet Métissante, qui est également un projet de méthane de synthèse, en partenariat avec Storengy, donc sur un site de Storengy qui est situé à Ciré-la-Ronde, dans le centre de la France. Et dernier projet qui s'appelle AVBio. Donc là, c'est une photo de notre site de Jupiter 1000 où on a fourni la solution de production de méthane de synthèse, et avec de l'injection réseau, donc une injection qualité réseau. Ça, je passe rapidement dessus. Et peut-être pour terminer, notre projet d'AVBio. Donc, il consiste en quoi? Il serait un projet qui sera opérationnel à l'été de cette année, qui va produire un volume de production qui sera dans un premier temps faible, mais qui sera destiné à montrer la faisabilité industrielle de nos solutions, et qui sera en réalité le premier projet à produire du ISAF en France. Donc, avec, je dirais, différentes coupes. C'est un projet qui sera localisé sur notre site à Vissou, à côté d'Orly, donc, et encore une fois opérationnel cet été. Et donc c'est un site qui est tout à fait évidemment réplicable et scalable à d'autres projets. Voilà, j'en ai terminé là. Là, c'est l'exemple de projet sur lequel nous travaillons actuellement sur les différentes molécules, mais je pense que vous avez compris le message que je voulais vous transmettre. Voilà. Merci Nicolas, on est parfaitement dans le timing. Le temps de prendre une question peut-être dans l'assistance. Voilà. Merci de donner votre nom et le nom de votre institut. Et français ou anglais? Français. Je vais continuer en français. Donc Sylvain Brémond, le pôle de compétitivité Cap Énergie. Vous avez mentionné différents procédés possibles, et vous avez mentionné les contraintes, vous en avez repéré 4, sauf erreur. Vous n'avez pas parlé du prix et de la manière la plus efficace et quel serait le meilleur choix. On veut recréer des hydrocarbures, on a besoin de carbone et d'hydrogène, donc. L'hydrogène, ça coûte cher, donc
donc on a intérêt quand même à le récupérer par rapport aux intrants disponibles. Le carbone, c'est pareil. Est-ce que vous pouvez nous partager votre vision sur quel est le chemin le plus efficace et le plus rentable? Alors, il y a, quelle que soit la solution, je pense il y a deux manières enfin, on voit les choses de deux manières. Il y a la première manière, c'est raisonnons à coût d'hydrogène et de CO2 ou de coût de syngaz constant. Pardon. Et ensuite, comparons les différentes solutions qui existent. Et c'est là où c'était mon graphe de tout à l'heure, où ce qu'on voit et ce qu'on constate, c'est qu'on peut rendre possible des projets compétitifs à des volumes qui sont des volumes qui ne seraient pas possibles de traiter autrement. Autrement dit, et c'est des choses sur lesquelles on travaille en ce moment, et je vais venir à mon deuxième point de réponse à votre question. On travaille sur des sujets avec de l'hydrogène, un équivalent 10-15 MW par exemple, qui sont aujourd'hui non valorisables en méthanol ou en carburant parce qu'il n'y a pas vraiment de solution qui existe. Et nous, on est capable de le faire à des coûts qui sont compétitifs sur le marché. Encore une fois, un coût d'hydrogène et CO2 constant. Maintenant, la question, derrière votre question, il y a un deuxième volet, c'est qu'est-ce qui est le moins cher? Et là, je pense que je vais être en ligne avec le panel, c'est qu'évidemment, le bio va coûter moins cher que le I. Et dans le I, ce qui coûte cher, c'est l'hydrogène, principalement, 70% du coût à peu près, 60-70% du coût. Donc et c'est l'électricité. Donc tout dépend de à combien vous produisez votre électricité, à combien vous avez l'hydrogène. Et ensuite, il y a une question de coût de capture du CO2, mais qui est d'ordre 2 par rapport au coût de l'hydrogène. Maintenant, il y a aussi des manières de valoriser l'hydrogène fatal. L'hydrogène fatal, il est considéré comme bas carbone en Europe, donc c'est une bonne nouvelle. L'hydrogène fatal, il n'est pas cher. Et parfois, il est dans des quantités qui sont aujourd'hui pas valorisables. Il y a des sources d'hydrogène fatal aujourd'hui qui sont... il y a pas mal de sources, en fait, en réalité, d'hydrogène fatal aujourd'hui, notamment en France, mais en Europe, qui sont aujourd'hui l'hydrogène qui part à l'air et qui n'est pas du tout valorisé. Ou qui est brûlé. Bon, c'est dommage. Merci. On est juste dans les temps pour passer la parole donc, à Sari. Donc Sari qui est coordinateur du projet Cockpit, professeur à l'IMT Nantes, Atlantique donc, qui donc a un doctorat de l'Université de Nantes en énergie et process engineering. Donc sa recherche est focalisée sur les déchets, hein, les déchets et la biomasse pour produire donc des SAF. Et voilà, donc il va nous présenter le projet Cockpit, qui porte bien son nom, hein, dont il est coordinateur depuis octobre 2023. Sari, la parole. Merci pour cette introduction. Bonjour à tout le monde. Donc, en attendant que... oui, c'est circulaire, ça commence par circulaire, donc le 4, le mercredi, ça commence par mercredi, circulaire. Donc en attendant, je vais vous parler un peu du projet Cockpit. Donc c'est un projet européen qui a été financé par la Commission européenne dans le cadre d'Horizon Europe. Donc on est 11 partenaires dans ce projet et on va travailler sur la circularité de la chaîne de production de carburant d'aviation durable, les SAF. Et donc le but c'est d'appliquer les principes de bioraffinerie et après de modéliser le système pour pouvoir aboutir à un outil d'aide à la décision qui va décider selon les contraintes de l'investisseur s'il vaut mieux aller vers la voie EFA, donc l'hydrogénation des huiles végétales issues des microalgues, ou bien la voie liquéfaction hydrothermale où on utilise toute la biomasse microalgale. Donc en gros, c'est le schéma de projet qu'on voit ici. Donc le but, c'est d'utiliser au maximum les sources d'énergie dont on dispose, donc à commencer par les photobioréacteurs qui seront équipés par des panneaux photovoltaïques semi-transparents qui vont capter l'infrarouge. Donc là, on aura deux rôles, produire de l'électricité pour le système et surtout éviter l'utilisation de boucles de refroidissement pour maintenir les réacteurs à température constante.
Donc dans ce procédé-là, donc on va soit choisir le procédé d'extraction d'huile suivi par un hydrotraitement de ces huiles. Donc là, on voit le schéma vers le haut. Soit on va aller vers le voie de liquéfaction hydrothermale. Et dans les deux cas, on va essayer au maximum de réutiliser les coproduits des deux procédés pour produire de l'hydrogène et pour recirculer les nutriments et le dioxyde de carbone vers les photobioréacteurs. Et à la fin, on va produire des carburants pour l'aviation et pour le maritime. Et donc, l'outil d'aide à la décision sera basé sur des analyses de cycle de vie, donc Life Cycle Assessment, Social Life Cycle Assessment et des études technico-économiques. Donc, le but de projet, c'est d'augmenter la conversion, l'efficacité de conversion de lumière solaire en combinant les photobioréacteurs avec les panneaux semi-transparents, appliquer le principe de bioraffinerie sur les deux voies, avoir une flexibilité entre les carburants aériens et carburants maritimes pour aussi être flexible vis-à-vis des besoins du marché. Et après, c'est de tester différents scénarios prospectifs, compiler ces scénarios dans un outil d'aide à la décision basé sur l'IA pour arriver à la fin à un outil qui va orienter les investisseurs vers la voie qui est plus conforme à leur projet. Donc, dans ce projet-là, on va, qui a un fort caractère expérimental, donc on va réaliser un photobioréacteur algofilm qui utilise 10 fois moins d'eau pour produire la même quantité de microalgues. Donc on va réaliser ça à l'échelle de 80 mètres carrés et on va coupler un réacteur plus petit de 10 mètres carrés avec les panneaux photovoltaïques semi-transparents. L'huile, pour la voie FA, on va extraire l'huile en utilisant des liquides ioniques pour remplacer les solvants organiques. Et pour la voie HTL, on va réaliser un réacteur continu qui va fonctionner à 1 litre par heure pendant une centaine d'heures sans aucun problème de colmatage ou autre problème constaté. Et dans ce projet-là, on va se baser également sur la modélisation multiphysique pour essayer de tacler la question de passage à l'échelle des réacteurs, donc en essayant de faire des modèles mécanistiques. Et dans ce projet-là également, on va tester on va faire deux preuves de concept, l'une concernant l'utilisation des coproduits du procédé pour produire des produits aromatiques qui vont être utilisés pour augmenter la quantité de carburant qu'on peut utiliser dans le mix de carburant pour l'aviation. Et une autre voie pour utiliser les liquides ioniques qui seront à la fois utilisés pour l'extraction et pour la catalyse de la voie FA. Donc les partenaires de ce projet, donc, on vient de 6 pays européens. Et donc on travaille sur toute la chaîne de production de biocarburants. Donc là, je vais faire un focus sur la circularité au sein du procédé. Donc là, on voit le procédé à nouveau et on voit la partie éclairée, disons, du schéma qui correspond à la circularité au sein du procédé. Donc on va utiliser la fermentation sombre et la digestion anaérobie pour produire de l'hydrogène pour alimenter les différentes parties du procédé et pour produire du méthane qui va être une source d'énergie utilisée en interne dans le procédé. Et essentiellement, on va recirculer le phosphore, l'azote et le dioxyde de carbone dans le système. Et pour la voie HTL, on sait qu'à peu près un quart de la biomasse il reste dans la phase aqueuse. Et donc le but, c'est d'utiliser soit la dark fermentation, soit une oxydation électrochimique pour produire de l'hydrogène et traiter cette partie-là. Donc la circularité, le deuxième niveau de circularité qu'on va adopter dans ce procédé, c'est la circularité dans l'environnement de l'installation. On va installer le système de production. Donc là, on va étudier la ressource solaire, les différentes sources possibles de production, où on peut récupérer du dioxyde de carbone,
des effluents biogéniques, des sources de chaleur, pour augmenter la rentabilité du système, augmenter sa capacité à produire des microalgues et des biocarburants derrière. Donc, pour ça, on va étudier donc 7 paramètres pour alimenter derrière les scénarios et l'IA. Donc, ces paramètres vont être une installation centralisée contre une installation décentralisée, les sources de CO2, la ressource solaire, les effluents biogéniques, les autres types de ressources qu'on peut avoir et les sources de phosphore et d'azote qu'on peut avoir aussi dans l'environnement de l'installation. Donc, on va avec ça balayer des valeurs, des valeurs pour chaque variable pour produire une matrice de données. On va utiliser ça pour modéliser le système en se basant sur les résultats expérimentaux dans un système de modélisation de procédés, de simulation de procédés. Et ces données-là, en sortie, ils vont alimenter une IA qui va en fait rendre la décision plus rapide, donc en temps réel. Et donc là, on va choisir quelques scénarios phares pour montrer que, bon, on va balayer des valeurs, mais après, on va choisir quelques points. Donc, le cas le plus favorable, l'Espagne, le pays le plus ensoleillé en Europe, avec toutes les ressources qui sont disponibles aux alentours de l'installation. On va prendre des cas les moins optimistes où on a un faible taux d'ensoleillement et on peut compter que sur les microalgues produites sur place, et après des scénarios qui vont être entre les deux pour illustrer un peu et voir ce que l'outil va donner comme décision selon les cas. Donc actuellement, après une année de travail, on a designé en fait les différents réacteurs. On a commencé à construire certains, et donc certains ils seront prêts dans quelques mois. On est en train de faire des essais sur la fermentation sombre. Et pareil pour l'oxydation électrochimique, on a aussi un bon à Aalborg qui est prêt pour faire les tests. Les panneaux photovoltaïques semi-transparents aussi, on a produit les premiers échantillons qu'on est en train de tester et couplés avec des mini bioréacteurs. Et les scénarios ont été, avec les plages de fonctionnement, ont été déterminés pour le projet. Voilà, merci beaucoup. Merci Sari. On a un peu de temps pour quelques questions. Je ne sais pas si parmi l'assistance... Petite question, les microalgues, ça fait de nombreuses années qu'on en parle, et souvent on se heurte à une question de coût d'exploitation. Comment est-ce que vous voyez ça? Oui. En fait, dans ce projet-là, on essaye de travailler sur différentes étapes. La première, c'est l'utilisation des photobioréacteurs, le système algofilm. On utilise des couches minces, de réacteurs à couches minces. On divise par 10 la quantité d'eau utilisée. On va compter, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de scénarios décentralisés, parce qu'on va travailler sur l'économie d'échelle. Parce qu'aujourd'hui, les algues coûtent cher parce qu'on cherche des molécules qui ont une haute valeur ajoutée dans le marché. Et donc, on peut se permettre de faire des productions à petite échelle et ne pas trop tenir en compte la circularité du procédé. Donc, nous, on va compter sur la circularité du procédé, sur les réacteurs où on utilise à la fois les panneaux photovoltaïques semi-transparents pour récupérer une quantité de rayonnement solaire pour faire de l'électricité, et l'utilisation des ressources autour de l'installation pour arriver à un système qui soit rentable. Merci, c'est très intéressant. Comment est-ce que vous
voyez justement ces installations décentralisées en termes de modélisation? Il y a peut-être des questions de transport d'hydrogène aussi qui se posent. En fait, l'idée, c'est de centraliser toute la bioraffinerie, et la décentralisation concerne les surfaces de production de microalgues. Parce que c'est là où on aura pour augmenter la rentabilité du système, il faut produire des grandes quantités de microalgues. Et donc, si on regarde les territoires, je pense qu'il y aura très peu de scénarios où on aura un seul territoire qui est capable de produire. Donc, c'est la production d'algues qui sera décentralisée. Il y aura un transport des microalgues vers le procédé. Après, il y aura un transport de dioxyde de carbone vers les sites de production d'algues, mais tout le reste sera centralisé au sein du réacteur pour l'hydrogène et tous les autres aspects. Ouais, ça nécessite effectivement le transport du CO2. Ouais. Une autre question aussi par rapport à l'homologation et la certification de ce procédé. Il faut quand même des quantités, produire certaines quantités. Vous pensez pouvoir y arriver dans l'horizon du projet? Dans l'horizon du projet, on vise à certifier au niveau du tiers alpha. Là, on aura besoin de quelques millilitres pour analyser chimiquement le produit, et c'est le niveau de certification qu'on peut atteindre avec un projet à TRL 5. On ne peut pas aller plus loin. Effectivement, pour certifier avec les normes de la STM, il faut 4 niveaux de tiers qu'il faut traverser. Donc nous, on reste au plus bas. C'est un grand jeu, en tout cas. C'est une voie très prometteuse. Je pense qu'on reparlera de ces questions de certification, notamment. Exactement. Merci. Bien. Merci beaucoup. On a peut-être le temps pour quelques autres questions, s'il y a dans l'assistance. Je me dévoue alors. Je reviens sur le sujet des algues. Moi, ce que j'ai toujours entendu, c'est que les exploitations d'algues avaient un problème de maintenance. C'est-à-dire que c'est difficile de maintenir les algues dans un environnement stérile, et que la stérilisation des milieux et des capacités pour exploiter les unités rend le coût opératoire trop élevé. Oui. Effectivement, donc là c'est l'un des challenges du projet, et c'est pour cela qu'on a choisi en fait une souche de microalgues qui a été testée au GPEA, donc à plusieurs, donc elle a une certaine robustesse, mais ça reste à prouver à grande échelle, et donc le fait de réaliser ça à 80 mètres carrés, ça va nous donner déjà une première idée sur le coût opérationnel et sur cette question de production de biofilms au niveau de réacteurs, de contamination et de coagulation, agglomération des microalgues. Donc, j'espère que d'ici la fin du projet, on aura des réponses à ce niveau-là. Oui, c'est un projet qui a l'originalité de coupler à la fois l'expérimentation et la simulation avec des techniques très avancées de réseaux de neurones, ce que vous avez présenté un peu. Est-ce que déjà il y a suffisamment de données pour alimenter ces simulations? J'imagine qu'on doit être un peu en avance de phase par rapport à l'expérimentation. Oui, en fait, c'est ça. Lorsqu'on a choisi les 7 paramètres, le but, on a dit, pour générer suffisamment de données, on ne va pas choisir des sites parce qu'on n'aura pas suffisamment de sites pour le faire. Ce qu'on va faire, on va prendre chaque critère. Par exemple, si on prend le taux d'ensoleillement ou bien la quantité de CO2 disponible, on va les faire varier dans des plages réalistes. Et là, selon le maillage qu'on sera en train de faire, on va produire suffisamment de données qu'on va injecter dans un modèle en fait, de simulation de procédés. Donc on ne va pas partir de entrée-sortie. On va faire déjà la simulation dans un système de simulation de procédés. Donc il va donner des résultats assez fiables. Et le but de l'IA, c'est juste d'accélérer. Parce que si on va faire un outil d'aide à la décision, on veut faire le résultat, on va avoir le résultat dans quelques minutes.
le travail de simulation de procédés qui dure des heures et des heures sera déjà réalisé dans le cadre du projet. Donc voilà, donc ça sera réalisé quand même sur des résultats produits par un outil de simulation de procédés qui vont alimenter l'IA derrière. Oui. Et qui vont peut-être aussi alimenter l'expérimentation pour arriver à des oui, il y aura des allers-retours entre l'optimisation des conditions opératoires. C'est aussi une aide à la décision et au développement de procédés. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Il est temps de présenter notre prochaine intervenant. Donc, j'ai le plaisir d'introduire Marcella. Alors, Marcella, vous avez commencé votre carrière dans la finance chez Warren Stelbert, aujourd'hui à QFI à Londres. Donc, pendant quelques années. Puis, vous avez ensuite embrassé l'entrepreneuriat dans le domaine de l'immobilier, donc quelque chose d'assez différent. Et puis vous avez rejoint donc Hafner Energy en 2021 au poste de directeur de la communication et du marketing. Vous avez joué un rôle notamment pour introduire la compagnie en bourse. C'était en 2022 à la bourse de Paris. C'est ça, voilà. Et donc ensuite, vous êtes parti aux États-Unis pour accompagner les ambitions de Hafner Energy, donc dans ce continent qui est un peu l'Eldorado des SAF aujourd'hui. Vous allez nous en parler. Et voilà. Et donc, vous accompagnez ces marchés en croissance pour Hafner. Je vous laisse nous en parler. Merci Julien. Je voudrais comprendre si l'audience est plutôt francophone ou anglophone. Vous pouvez lever la main les francophones? Bon, alors je vais continuer en français, sachant que ce n'est pas ma langue du tout. Donc excusez-moi pour les bêtises que je vais dire. Je vais commencer... Ça marche pas? Non, c'est bien celui-là. Oups. Aïe, aïe. Good. What are the legal implications around food waste? In the European Union, we have now legally binding targets to separate or process your food waste on site. As a company, you are not allowed to mix food waste with other waste streams anymore. There is a food waste to landfill. And that legislation ok. was being activated last year. Alors, je voudrais passer tout de suite à la diapo de IATA, si c'est possible. Oui. Alors, avancez. Et après, on revient en arrière. Désolé. Il y a un problème avec le contrôle. Tout à coup. Avancez, avancez. Avancez. Voilà, celle-là. Merci. Je voudrais commencer avec cette diapo parce que même si ça dit confidentiel, il n'y a rien de confidentiel, je suis désolée. C'est une prédiction indépendante de l'IATA, donc International Association of Travel Agents, donc, qui montre bien le potentiel du SAF et les prédictions. D'ici 2030, on prévoit plus de 100 usines SAF et surtout le montant pour ce marché est plus que 4 trillions de dollars. C'est énorme. Il y a de la place pour tous ceux qui sont ici et tous ceux qui vont arriver à produire du SAF rapidement. Donc pour moi, c'est très important de comprendre ça. Il faut collaborer entre nous pour arriver à atteindre ces objectifs. Donc est-ce qu'on peut recommencer au début? Voilà, je voulais juste encadrer... la prochaine. Voilà. Donc, qui est Hafner Energy? On est expérimenté dans la technologie clean tech. Notre objectif est de remplacer les fossil fuels avec des clean fuels économiques. Nous avons 30 ans d'expérience dans le secteur biomasse à l'énergie.
Et nous avons déjà fait des usines sous IPCM. Donc, si on peut avancer. Voilà, nous sommes sur différents secteurs. Toujours en partant de la biomasse, nous pouvons produire du méthanol, du syngas, du SAF et de l'hydrogène avec des technologies complémentaires de notre processus. On le reverra mieux sur le prochain slide. Voilà, donc notre expertise est de transformer de la biomasse et toutes sortes de biomasse en syngas. Et avec des technologies complémentaires, nous passerons au fuel bio. Le grand avantage de notre technologie, c'est que nous produisons aussi du biochar, qui lui-même peut être gazifié, mais surtout, ça permet de réguler le carbone du gaz final. C'est pour ça que nous appelons notre technologie pour le SAF No-Ca, qui veut dire SAF No Carbon, parce que nous pouvons réguler et avoir un SAF avec le CI score que nous désirons. Voilà les chemins que nous pouvons suivre pour atteindre le SAF avec notre processus. Vous voyez, nous pouvons aller à travers le Fischer-Tropsch, alcohol to jet et méthanol to jet. Sachant qu'aujourd'hui, le méthanol to jet n'est pas STM approved, mais les deux autres le sont. Et nous pouvons aussi nous introduire dans les projets ISAF que nous avons déjà parlé, parce que nous avons un excès de carbone biogénique, de CO2 biogénique, pardon. Sur la côté droit de cette slide, vous pouvez voir le premier fiole de production de SAF que nous avons fait aux US dans le laboratoire RTI à travers cette fois-ci du procédé Fischer-Tropsch. Voilà, ici c'est pour expliquer l'importance du SAF aujourd'hui et le fait qu'en Europe, nous avons bien sûr les mandats qui sont déjà en place cette année. Les compagnies européennes sont obligées de mettre 2% de carburant SAF dans leur avion à partir de maintenant. Et comment se présente un peu la carte du monde. Vous voyez qu'en Amérique du Nord, il y a des incentives pour la production et en Europe, il y a des incentives pour l'utilisation. Je vous laisse tirer vos conclusions. La prochaine slide, nous l'avons déjà vue, donc nous passons à la suivante. Et je voudrais expliquer un peu les gros avantages de notre solution SAF No-Ca. Le premier point, et peut-être le plus important, c'est le fait que nous sommes agnostiques à la biomasse, c'est-à-dire que nous pouvons utiliser toutes sortes de biomasse. C'est très important pour l'approvisionnement des différentes usines, surtout que dans le futur, nous ne saurons pas si ces biomasses seront toujours disponibles. Comme vous avez vu, nous pouvons avoir différents pathways pour arriver au SAF, et soit bio-SAF que le e-SAF. Nous avons un coût compétitif par rapport à d'autres solutions. Très important, le SAF que nous produisons sera conforme à la RED III, c'est-à-dire qu'il sera conforme au mandat européen. Nous prévoyons qu'il y aura différents types de SAF, c'est-à-dire le SAF qui pourra être, par exemple, utilisé en Amérique, qui n'a pas de mandat, et le SAF qui sera utilisé en Europe et aussi en Asie, suivant les mandats. Il faut que la biomasse soit vraiment résiduelle et d'autres contraintes. Notre approche est une approche modulaire, ce qui est intéressant pour la production des usines à toutes sortes de tailles. Et comme je vous ai expliqué, nous pouvons réduire fortement le carbone grâce à notre régulation à travers du biochar. Donc ici, c'est un peu le rappel de notre module standard de 50 MW
nous utiliserons ce module, c'est notre module le plus grand, pour la production de SAF dans nos usines. Par exemple, nous avons un projet dans le Grand Est, Paris-Vatry. On aura 3 de ces modules pour produire environ 60 000 tonnes de SAF par an. Ici, nous avons des schémas pour les différents types de production de SAF. Ce schéma, c'est pour le pathway qui s'appelle Fischer-Tropsch. Nous, à Hafner Energy, nous arrivons que jusqu'au syngas dans tous les modèles. Et avec une technologie complémentaire, d'ailleurs, Keymode, pourra nous aider à arriver au SAF sur ce schéma. Et nous produisons également du CO2 biogénique en excès. Et si on regarde la prochaine slide, ce CO2 biogénique peut être utilisé si nous faisons en parallèle de la production de e-SAF, car le e-SAF, comme on l'a expliqué tout à l'heure, a besoin de CO2 biogénique et nous l'apporterons sous ce schéma dans un seul endroit. Donc, on peut passer à la prochaine slide. Ce schéma est pour le pathway alcohol to jet. C'est le pathway que nous prévoyons utiliser pour le projet Paris-Vatry, c'est-à-dire en passant par la case éthanol, syngas to éthanol et ensuite éthanol to SAF. C'est un pathway qui est intéressant, dépendant des localisations des projets. La prochaine slide. Ce schéma est pour le methanol to jet. C'est un pathway qui n'est pas encore approuvé, mais que nous voyons un grand intérêt pour l'Europe, parce qu'on peut faire des installations plus petites, et surtout parce que nous aurons 2 produits, le biométhanol et le biosaf, donc nous pourrons servir 2 marchés. Et finalement, le méthanol to jet avec en parallèle du e-méthanol, qui est très intéressant. Nous avons un nombre de projets qui vont suivre ce schéma. Ok. Quant au e-SAF, on en a beaucoup parlé. Nous sommes effectivement une société qui s'occupe de la biomasse pour arriver au syngas, mais comme nous avons ce CO2 biogénique en excédent, nous pouvons aussi apporter le CO2 biogénique pour les projets de e-SAF. Et nous allons voir tout à l'heure un exemple de ce chemin qui est très intéressant pour nous. Ici, nous expliquons pourquoi nous sommes agnostiques à la biomasse et quels sont les grands avantages. Les grands avantages, surtout en Europe, la biomasse est limitée et a un coût assez important. Et donc, le fait que nous sommes agnostiques veut dire qu'au courant de la vie du projet, nous pouvons changer de biomasse selon le marché et surtout selon la disponibilité de cette même biomasse. Sur la droite, il y a quelques exemples. Non, mais continuons. Vous pouvez continuer. Donc, ici, nous montrons le grand avantage du CO2 biogénique et on a déjà vu pourquoi il est essentiel dans la production du e-SAF. Sur cette slide, il y a quelques exemples de notre expertise. Ce n'est pas des projets SAF, parce que le SAF, c'est un nouveau marché pour nous, mais ça montre que Hafner Energy a une expertise à produire des fuels et des usines. Ça, c'est notre première usine pour production de syngas qui était à Strasbourg. Et qui montre que nous avons produit ici de l'hydrogène en petite quantité ainsi que le biochar.
Cette usine est à Marolles, près de notre siège, et elle produit déjà de nos jours du syngas compatible avec le SAF. Sur cette slide, nous voyons notre projet de Paris-Vatry qui produira du SAF environ entre 2028 et 2030. En tout cas, ça, c'est les prévisions. Nous sommes en partenariat avec LanzaTech et LanzaJet. Alors, je ne sais pas si quelqu'un de LanzaTech et LanzaJet est là. Non. Donc, c'est à travers le Pathway Alcohol to Jet. La prédiction est de 60 000 tonnes par an de SAF, donc un projet de moyen terme. Et la grande particularité du projet, c'est qu'il y a une grande quantité de CO2 évitée et que nous pourrons changer de biomasse au courant du projet si le feedstock ne s'avère pas stable ou s'il y a des biomasses dans le futur qui auront un prix plus avantageux. Ce projet est en Islande, c'est un projet très intéressant, c'est que de la production de e-SAF et nous apporterons pour ce projet le CO2 biogénique à travers d'un gasiliner en Islande. Nous enverrons pas en bateau le biochar pour alimenter ce gasiliner et donc produire du syngas et le CO2 biogénique que ce projet a besoin. L'Islande est très intéressante parce qu'ils ont de l'énergie très peu chère, donc ils peuvent produire du e-SAF à des coûts raisonnables. Voilà, merci. Des questions ? Merci Marcella pour cette présentation très, très intéressante. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Monsieur. Voilà. Oui, merci pour cette présentation. Vous pouvez juste donner votre nom? Oui, je suis Beryl Mahé, Quantix Marketing. Et j'avais une question effectivement sur les différents slides. On voit que la source d'énergie, c'est la biomasse. Quand on imagine à 2050, vous avez parlé de 100% effectivement de SAF aux États-Unis, 70% au niveau de l'Europe. Quel sera l'impact en fait de la biomasse sur les terres agricoles? Alors, il faut savoir qu'en Europe, on ne peut utiliser que de la biomasse résiduelle. Donc, aucun impact en Europe. Aux États-Unis, effectivement, il y aura peut-être un impact parce qu'ils veulent donner plus de valeur à ces terres et pour eux, produire des energy crops, ce n'est pas un souci. Ils voient ça comme même un bénéfice si ça permet de produire des énergies renouvelables. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les usines aux États-Unis, en tout cas les projets que nous avons, sont des dimensions beaucoup plus vastes, ce qui leur permet d'avoir des coûts bien moindres qu'en Europe. Et surtout, ils ont une biomasse qui est peut-être moins de la moitié du prix que ce qu'on voit en Europe. Et j'avais une deuxième question. On a vu rapidement aussi des e-SAF, produits du SAF ou e-énergie produits à partir d'hydrogène vert. Quel est l'impact économique entre une source biomasse et une source hydrogène vert? Alors, dans notre expérience en tout cas, à part des cas très spécifiques comme l'Islande, où ils ont effectivement de l'électricité à un coût extrêmement bas, le coût du e-SAF peut arriver au double du prix du bio-SAF. Nous voyons, je vois le marché comme ça, à moyen terme, il y aura beaucoup de bio-SAF, et peu à peu, on arrivera à faire du e-SAF plus économique. Donc ça, c'est un peu la prédiction que nous avons. Nous avons beaucoup de projets qui prévoient faire contemporanément du bio-SAF et du e-SAF, mais ils ne regardent en ce moment que la partie bio, parce qu'ils disent que le e-SAF est tout simplement trop cher aujourd'hui.
Et tant qu'il n'y a pas des mandats en place, c'est même pas la peine. Merci. Et ça, c'est pour les États-Unis. C'est peut-être un peu moins vrai en Europe, du coup. Les mandats ISAF en Europe ne sont pas pour tout de suite. Voilà, oui, il y a un Les effet États-Unis ne retard. regardent même pas le ISAF. Voilà, c'est ça. Pour eux, si le SAF coûte plus que $1000 la tonne, c'est pas la peine. Et on parle de short tonne, donc ça fait à peu près 1200 euros. Oui, il y a quand même l'objectif de 1,2% en 2030, je crois, pour l'Europe. On va y être vite, quoi, s'il n'y a pas d'investissement. Oui, tout à fait. On en reparlera peut-être dans le débat. Merci en tout cas. Oui, peut-être insister un peu plus sur votre démonstrateur finalement, puisque la question de la biomasse, de l'éligibilité de la biomasse, du fait qu'on soit agnostique à la biomasse, vous avez un démonstrateur pour le prouver. Oui, alors je l'ai montré sur une des slides, c'est notre démonstrateur à Marolles. Il sert plusieurs fonctions, ce démonstrateur. Il prouve que nous pouvons faire du syngas à partir de biomasse résiduelle. C'est aussi, pour nos clients, un endroit où ils peuvent tester leur biomasse, quelle qu'elle soit, pour voir si c'est compatible et surtout savoir les quantités de syngas produits à partir de leur biomasse. C'est très important de voir la productivité de chaque biomasse et par rapport à leur humidité aussi, qui est très importante dans les rendements. Merci beaucoup. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, juste une minute alors. Voilà, on a une minute d'avance. Très... Oui, merci, Luc Berthier du CEA. J'ai une question par rapport au biochar. Je vois qu'il y a plusieurs débouchés possibles. Soit vous voulez le transporter, le gazéifier comme servir de source de CO2 biogénique, soit je suppose que c'est en tant qu'intrant agricole que vous voulez le valoriser. Je voulais savoir dans quelles conditions vous faites un choix ou l'autre, qu'est-ce qui est le plus intéressant comme débouché? C'est une question très intéressante. Nous sommes des apporteurs de technologie, donc c'est nos clients qui font ce choix, en principe, à part sur notre site de Marolles, où effectivement c'est notre usine, puisque c'est une usine de démonstration. Sur ce site, nous avons fait le choix de garder un peu de biochar pour montrer son utilité, justement par rapport à de l'amendement agricole et autres. Un autre avantage de garder le biochar en tant que tel, c'est pour les crédits carbone, mais aussi pour réguler le carbon intensity, l'intensité carbone du SAF produit. Nous voyons des projets où on garde une petite quantité de biochar pour justement avoir un CI/SCO très bas sur le SAF produit. Et le reste du biochar, on le gazéifie pour produire plus de biochar. C'est un choix de nos clients. Est-ce que du coup, dans un cas où on a aussi de l'électricité pour faire des ISAF, vous pouvez garder du carbone de cette manière-là pour vous permettre un mix énergétique et électrique qui serait un petit peu plus carboné pour réussir à atteindre le bon seuil en décarbonation? Oui, justement, c'est ce choix que nos clients peuvent faire en utilisant notre technologie, c'est de réguler cette intensité carbone en faisant des choix de combien de biochar est gardé et quelle utilisation on en fait. Voilà, le biochar est un levier d'action assez puissant. Je crois qu'on pourrait en parler encore longtemps. On pourra poursuivre, bien sûr, la discussion après. On va laisser la parole à Marc. Donc, Marc est biologiste, docteur de l'école normale supérieure et un entrepreneur depuis 1997 dans le domaine des biotechnologies. Aujourd'hui, donc président directeur général de Global Energy, donc un pionnier dans les fuels et qui a récemment annoncé la certification ASTM de sa technologie isobutène. Marc, la parole est à vous. Merci. Première chose, donc je voudrais faire un petit, en guise d'introduction, un petit résumé donc, de ce qui a été dit. On est vraiment dans les premiers temps
des carburants d'aviation durable. Aujourd'hui, c'est 1 million de tonnes en 2024 sur les 250 millions de tonnes de kérosène pétrolier. Donc 1 million de tonnes seulement, 0,3%, 0,4%. Et l'intégralité de ce million de tonnes, c'est des huiles de cuisson usagées. C'est-à-dire qu'on va chercher dans les restaurants, dans les McDonald's, partout dans le monde, l'huile de cuisson, une fois qu'elle a fait cuire les frites, on les récupère dans des bidons, on l'emmène à la raffinerie la plus proche et elle est convertie en carburant d'aviation durable. Ce premier million de tonnes, qui fera peut-être 2, 3, 4 millions de tonnes, ça on sait bien le faire, ça marche bien, ça coûte un peu cher, 3 fois plus que le kérosène fossile. Donc les prix ont été, la moyenne des prix en 2024, c'est 2768 € la tonne pour le SAF, contre 800 pour le kérosène. Donc c'est cher le SAF. Et puis surtout, on ne sait absolument pas ce qu'on va faire après. Alors chacun a sa technologie, chacun développe son idée, mais il n'y a aucune technologie autre que l'EFA qui ne fonctionne à pleine échelle. Il n'y a aucune usine de construite, il n'y en a qu'une seule, c'est l'usine de LanzaJet, mais elle n'a pas encore démarré. Elle a été inaugurée il y a 1 an et aujourd'hui elle n'a pas fourni encore ses premiers lots, donc personne ne sait. Aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on y voit clair au-delà de l'EFA. Ça donne un jeu très ouvert, on ne sait pas ce qui va se passer, quelle technologie va l'emporter, et ce jeu il est très ouvert aussi au niveau réglementaire. Les États-Unis viennent de basculer dans un monde inconnu sur les aspects réglementaires. L'Europe se pose des grosses questions. ISAF, est-ce qu'on va vraiment pouvoir se payer des carburants à 5 à 10 € le kilo? Est-ce que les clients finaux, les passagers vont vraiment accepter ça? Donc il y a des questions, il y a des décisions qui ont été prises, mais on ne sait pas si elles seront maintenues dans l'avenir. Donc dans ce contexte-là, d'incertitude, d'enfance du domaine des SAF, chacun poursuit sa route, et nous on poursuit une route particulière avec une technologie spécifique, et c'est ça que je vais vous présenter. Donc Global Bioénergie, on est coté en bourse, ça c'est le petit placard réglementaire obligatoire. Ça c'est la raison pour laquelle on se lève le matin, réchauffement climatique. Maintenant c'est pour de vrai, ça commence à se voir partout, ça commence à faire des catastrophes sur tous les continents. On le sent, nous, ici, en France, on sent qu'il y a des canicules l'été qui sont pas normales, des inondations qui sont pas normales. Donc on a passé les 1,5 degrés de réchauffement climatique, qui était la cible 2100 des accords de Paris. C'est-à-dire qu'en 2015, on a dit, oulala, pas plus de 1,5 degrés, on y est déjà. Le transport aérien, c'est environ 5% du réchauffement climatique. Alors en France, ça c'est la moyenne mondiale, en France c'est le double. Donc en France, 10% de notre contribution au réchauffement climatique, c'est le transport aérien. C'est difficile à abattre. C'est difficile de réduire le CO2 de l'aérien parce qu'il n'y a pas d'avion électrique, parce qu'il n'y a pas de solution alternative. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui voyagent, ceux qui prennent l'avion, c'est les riches. Alors, pas que les riches, il y a aussi des low cost, mais enfin, c'est quand même la partie la plus riche de la population. Donc, on peut se dire qu'ils ont les moyens de payer un peu plus cher et qu'on peut peut-être leur proposer des solutions qui sont un peu coûteuses. Et voilà, le marché, il commence. Global Bioénergie, en quelques mots, donc on est une petite société, on est une 50aine de personnes. On a 3 sites en France, Paris, pour nos aspects administratifs, Évry, notre laboratoire de R&D, et on a un pilote et un démonstrateur dans l'est de la France, vers Reims. On fait une seule chose, ça fait 15 ans que Global Bioénergie existe, on fait une seule chose, on développe un procédé qui permet de convertir les ressources végétales, différentes sortes de ressources végétales, en une molécule qui s'appelle l'isobutène. L'isobutène, c'est bien connu du monde de la pétrochimie, c'est une des grandes molécules de la pétrochimie. Une molécule à 4 carbones, dont on peut faire plein de choses. Et on peut en faire notamment des carburants d'aviation durable, mais aussi d'autres produits. Tout à l'heure, je vous parlerai très rapidement des autres branches de l'arbre produit. Carburant d'aviation durable, donc vous voyez une petite fiole. En fait, on produit à l'échelle de la tonne. On produit des tonnes chaque année. C'est tout petit, des tonnes. C'est de la démonstration. On a 2 versions pour notre procédé. BioSAF à partir de ressources renouvelables et ISAF à partir de composés issus d'hydrogène et de CO2. La partie ISAF, nous, on a des questions existentielles aujourd'hui sur le
la réalité du marché du ISAF. On se pose la question, est-ce que l'Europe va vraiment maintenir ses mandats? Donc on a décidé de vraiment mettre l'accent sur les biosaf, qui sont plus chers que le kérosène, mais d'un facteur 3 seulement. Grande nouvelle en 2023, on a obtenu la certification ASTM. 5 ans d'efforts. L'ASTM, c'est l'équivalent de la FDA dans le médicament, c'est-à-dire c'est l'approbation, c'est l'autorisation de voler en fait. Donc aujourd'hui, on pourrait produire et vendre notre produit dans tous les aéroports du monde. Donc ça a été un travail immense. En fait, il faut que tous les acteurs de l'aérien, 1500, soient d'accord avec ce qu'on propose. Donc il faut arriver à réunir une unanimité autour de notre solution. Ce qu'on a fait, 1500 acteurs donc, qui ont regardé et qui ont approuvé notre solution. Le marché du SAF, je ne vais pas y revenir trop en détail, il est dans une trajectoire exponentielle, mais la vie ne sera peut-être pas un long fleuve tranquille. Il y aura peut-être des hauts et des bas, il y aura peut-être des plateaux, il y aura peut-être des questions, il y aura peut-être des choix politiques qui seront faits. Aujourd'hui, en tout cas, l'Europe est résolue à amener les SAF, mais sans empiéter sur les terres agricoles. Et c'est un choix qui est certes sympathique, mais peut-être la clé de difficultés à venir. Les marchés représentés d'une autre façon. Sky Energy, c'est l'acteur de référence dans le domaine des SAF. Donc aujourd'hui 1 million de tonnes. Le marché en 2030, ce sera 16. En gros, c'est un marché qui double tous les ans. Donc notre technologie, en quelques mots, on la place dans le paysage des SAF. D'un côté, il y a l'EFA. De l'autre côté, il y a les ISAF. Et nous, on peut faire l'un et l'autre avec une approche originale et qui a une approbation ASTM. Pour parfaire cette étude du marché, donc aujourd'hui, il n'y a que l'EFA, donc l'huile de cuisson usagée qui fonctionne. Ça marche bien. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qui va venir après les huiles de cuisson usagées? Ça va atteindre un plateau très prochainement, dans les années 2027, 28, 29. Et donc, quelle est la suite? Aux États-Unis, le choix, c'est vraiment les biosaf. Je passe rapidement parce que ça a déjà été dit. Et nous, on a l'idée de pousser notre technologie aux États-Unis, base maïs. Donc, ce qui pousse bien aux États-Unis, ce qui coûte pas cher, c'est le maïs. On a une technologie qui est beaucoup plus directe que la technologie concurrente à laquelle on nous compare souvent. La technologie concurrente, c'est l'éthanol to jet. Donc, on fabrique de l'éthanol et en plusieurs étapes, on transforme en jet fuel. Il y a 8 étapes. Nous, notre technologie, elle a 5 étapes. On prend les mêmes sucres, de maïs par exemple. En 2 étapes, c'est transformé en isobutène. Et en 3 étapes, ça devient du SAF. Avec une très bonne sélectivité, 95% dans la coupe SAF. Donc on se dit que cette technologie qui est la plus rapide pour aller au SAF, eh ben, c'est probablement celle qui sera la moins chère. En Europe, on parle beaucoup de ISAF. Donc notre technologie, on l'a annoncé cette année, est utilisable dans une approche ISAF également. Mais c'est un sujet sur lequel on n'appuie pas trop pour l'instant. Et ce qu'on est en train de monter, c'est un écosystème partenarial. Alors, avant-hier, on a annoncé un premier partenariat avec un grand industriel qui ne veut pas dire son nom pour l'instant, qui nous a contacté en fait il y a 18 mois. Donc il y a 18 mois, au moment où on annonçait notre certification ASTM, on a reçu un appel entrant d'un grand industriel qui nous a dit: on a déshabillé votre technologie de façon très précise, et si on la combine, votre technologie, à la nôtre, on va faire la technologie combinée qui va permettre d'avoir les coûts les moins élevés du domaine. Donc c'est ça qu'on est sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui. Combiner notre technologie à celle de cet industriel pour avoir le CAPEX, l'OPEX et le bilan carbone les meilleurs du marché, notamment sur le CAPEX. Le sujet, c'est de pouvoir réutiliser des installations existantes et de ne pas avoir à construire les usines ex nihilo. Donc malheureusement, je ne peux pas en dire trop plus pour l'instant, mais stay tuned. La suite arrive dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Cet écosystème industriel, il intéresse du monde. Donc on est aujourd'hui en discussion avec des acteurs de différentes natures, les compagnies pétrolières, les acteurs de l'aviation et aussi ceux qui construisent les usines. Et on se dit qu'on va réussir à faire cristalliser tout cet écosystème autour de notre approche et que c'est ça qui va nous propulser dans le prochain chapitre.
Je vous avais promis que je vous parlerais d'autre chose que de SAF rapidement. À partir de notre molécule, on fait aussi de la cosmétique. Global Bioénergie a beaucoup communiqué ces dernières années sur la cosmétique. Notre premier actionnaire, donc Global Bioénergie, est coté en bourse. 10 000 actionnaires. Notre premier actionnaire, c'est L'Oréal. Parce qu'à partir de l'isobutène, on peut faire du SAF, mais on peut aussi faire des produits pour la cosmétique. C'est environ 5% du volume de la cosmétique. Et ça intéresse beaucoup les acteurs du domaine, pouvoir faire des ingrédients d'origine naturelle au lieu d'avoir des ingrédients d'origine pétrolière. Comment on voit ça, nous, la cosmétique? C'est les mêmes molécules que pour le carburant d'aviation. On voit ça comme le tremplin, c'est-à-dire le marché qui va bien vouloir payer beaucoup plus cher au départ, et ce qui va nous permettre de passer notre technologie à l'échelle, qui va nous faciliter le passage à l'échelle de notre technologie, en attendant que l'immense marché du SAF prenne le relais à partir de 2028, 2029, 2030, au moment où l'EFA aura saturé. Donc voilà le petit résumé. Donc notre technologie, elle est certifiée à STM. Et on a le potentiel d'avoir le meilleur CAPEX, le CAPEX le plus bas, et également un coût d'exploitation et un bilan carbone amélioré par rapport aux technologies développées par des tiers. Et on se dit que cette technologie pourra se déployer sur plusieurs géographies avec des adaptations, bien sûr, à la ressource. Nous, on ne prétend pas d'être feedstock agnostique. Chaque ressource doit être travaillée précisément dans notre cas. Mais on a déjà travaillé avec du sucre de betterave en France, du glucose de maïs et des sucres de deuxième génération, bien évidemment, c'est-à-dire les sucres qu'on peut extraire des copeaux de bois. Et voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci Marc. Alors, monsieur. Merci beaucoup, c'était très clair, même si j'ai encore plein de questions. Parmi les points positifs que vous mettez en avant, bon, il y a le coût, et il y a, vous avez mentionné juste à la fin, là, le bilan CO2 meilleur que les autres technologies. Vous pouvez, avec les mains, nous expliquer pourquoi? Bien sûr, donc c'est donc moi, je ne partage pas l'idée qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a des milliers de tonnes, des millions de tonnes qui sont envisagées par l'Europe et par les États-Unis, mais il y a une réalité économique qui dit que c'est seulement ceux qui ont une technologie qui sera la moins chère et qui sera compatible avec ce que veut le marché. Et le marché, il veut quand même du transport aérien pas cher. Donc il y a une contrainte extrêmement forte sur les coûts, extrêmement forte aussi sur le bilan carbone, puisque si on a le même bilan carbone que le pétrole, c'est pas du tout la peine, on ne résout rien. Donc il faut absolument avoir un bilan carbone qui est meilleur que le pétrole, ce qui n'est pas si facile, ça ne coule pas de source. C'est-à-dire aller cultiver du maïs avec des engrais, le récolter, etc. Ça consomme aussi, ça produit du CO2. Donc le bilan carbone et le coût sont au centre du jeu. Et puis il y a un élément qui est peut-être l'élément le plus fort, c'est le coût du CAPEX. Donc le coût du CAPEX, IATA, dans ce qui a été dit tout à l'heure, dit 4 000 milliards de dollars pour construire les usines de SAF dans les 30 prochaines années. 4 000 milliards. Mais qui va payer ça? Qui va payer 4 000 milliards pour fabriquer des usines de SAF? Aujourd'hui, on voit fleurir des projets partout. Il y a des tas de projets qui sont annoncés en milliards. Aux États-Unis, il y en a 48. En Angleterre, il y en a 32. Mais il n'y en a aucun qui est financé. Donc déjà, ça commence pas très bien. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont des tas d'envie, mais il y a une réalité du marché qui dit les projets en milliards sur des technologies nouvelles, pas encore validées à pleine échelle, ça ne passe pas l'étape du FID, du Final Investment Decision. Et donc, nous, on se dit que la vie ne va pas être facile pour les acteurs du SAF et que seuls arriveront à déployer leur technologie ceux qui ont les meilleures données économiques et celles qui ont en particulier le CAPEX le plus bas. Le jeu, la partie ne fait que commencer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a même pas la possibilité de faire autre chose que de l'EFA, vraiment. L'EFA continue à être dominant, c'est pas cher, ça marche bien, c'est facile. Tant que l'EFA n'a pas atteint son plateau, il y a de la place pour personne. C'est ça la vérité. Mais par contre, il faut préparer l'après, et cet après, il commence peut-être dans 3, 4, 5 ans. Et cet après,
aujourd'hui, les projets, les procédés, les technologies sont en R&D / pilote / démonstration. Le jeu est ouvert et nous, on fait partie de cette grande course pour amener les solutions viables au monde des carburants d'aviation durable. Ben alors, c'était quoi la question ? La question, c'était pourquoi, sur le critère CO2 aussi, vous êtes meilleur que les autres ? Alors, si on se compare à l'éthanol to jet, il y a une étape qui est extrêmement coûteuse, c'est la déshydratation de l'éthanol. C'est-à-dire qu'on prend de l'éthanol et on arrache une molécule d'eau sur l'éthanol pour en faire de l'éthylène, et à partir de l'éthylène, on fabrique du SAF. Cet arrachement de la molécule d'eau, c'est extrêmement consommateur en énergie, en chaleur notamment, et donc ça produit du CO2. C'est-à-dire que c'est en particulier cette étape de la déshydratation de l'éthanol qui dégrade le bilan carbone de l'éthanol to jet. Nous, dans notre cas, si je reviens sur... Si je reviens sur ce petit schéma, notre molécule centrale, c'est l'isobutène, ce n'est pas l'éthanol. Et donc, on n'a pas cette étape de déshydratation qui est l'étape la plus lourde en termes de bilan carbone, mais aussi en termes de CAPEX, en fait. Et c'est aussi pour ça que notre CAPEX est très réduit par rapport à l'éthanol to jet. Merci Marc. J'ai juste une question que j'ai envie de vous poser. Vous avez mentionné le partenariat avec encore secret, avec donc le fournisseur de technologies de pré-traitement. Qu'en est-il pour l'étape isobutène, isododécane? Est-ce qu'on peut en dire quelque chose? Alors la transformation de l'isobutène en SAF, c'est assez facile. C'est-à-dire que ça existe depuis plusieurs décennies de combiner les molécules d'isobutène entre elles, par 2, par 3, par 4. Et donc, on sait très bien faire ça. Dans le monde industriel, c'est faire ça. Il y a des technologies qui sont disponibles et qui sont validées à pleine échelle. Oui. Et donc, nous, il y a plusieurs technologies avec plusieurs philosophies. Ici, pression constante, ici, température constante, ici, ceci, ici, cela. Et donc, nous, on a notre préférence. On a développé notre propre technologie qu'on utilise à l'échelle de la tonne. Et cette technologie, elle est aussi promue par certains grands acteurs industriels dont on est très proche. D'accord. Donc pour l'homologation, vous avez tout fait vous-même? On a tout fait nous-mêmes avec des sous-traitants, mais sous notre contrôle. Sous votre contrôle. Et après, c'est ouvert à des collaborations Ce n'est pas nous qui allons construire l'usine. pour la suite. C'est-à-dire qu'on ne va pas construire l'usine Voilà. tout seul. En tout cas, on va contribuer à la construction de l'usine, mais il faut des gens qui sachent les construire et qui l'aient déjà fait dans ce type de technologie. Et donc, évidemment, ça fait partie de l'écosystème partenarial qu'on est en train de construire. Les acteurs de la construction d'usines sont plus que bienvenus dans cet écosystème et on a déjà nos amis dans ce domaine. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir les participants. Je n'ai pas fait à chaque fois, mais merci à tous. Voilà. Et puis nous allons commencer jusqu'à 12h30, c'est ça, hein? Nous avons un temps d'échange entre nous, de débat, voilà, sur toutes ces questions techniques, mais pas que. Liées au développement des SAF. Donc on a là des personnes qui sont vraiment issues de la technique, mais aussi des entrepreneurs qui connaissent bien toutes ces contraintes de marché, ces contraintes réglementaires. Voilà, donc beaucoup de questions dont on souhaite débattre entre nous. Voilà, je ne sais pas qui veut se lancer dans l'assistance ou parmi nous, les uns les autres, dans les présentations les uns les autres. Qu'est-ce qui a fait réagir? Qu'est-ce qui suscite étonnement, Bonjour. Inquiétude? Moi, j'ai une question, c'est concernant le prix de SAF que vous visez à la fin, la date avec la technologie en place et la filière que vous envisagez. C'est une question pour qui? Du coup, pour Kimod. Alors, Kimod,
ou même en général, hein, parce que de toute façon, c'est assez lié quand même. Bon, j'ai le micro, donc je commence, mais encore une fois, je pense que nous, ce qu'on voit, c'est que le prix des choses, qu'on parte, alors nous, on ne fait pas de bio, mais on part du syngas ou de e-molécules, il varie extrêmement en fonction des contextes. Il varie en fonction du prix d'intrant, il varie, enfin, essentiellement le prix des intrants en réalité. Je pense qu'il y aura quand même de la place un peu pour tout le monde, parce qu'il y a des gros volumes qui sont en jeu. Il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même de la place pour pas mal d'acteurs. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une réalité, hein, c'est qu'en effet, ça a été rappelé par Marc, les volumes aujourd'hui disponibles, ils sont très faibles. Aujourd'hui, on parle de ISAF, beaucoup de monde parle de ISAF, nous aussi, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de ISAF qui a été produit. Il y a quelques litres qui ont été produits à l'heure actuelle de ISAF dans le monde. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Et il est certain que donc on est sur un domaine où tout est ouvert, c'est certain. Après, je voudrais revenir sur le prix ce qui est quand même important, c'est de voir la vue du consommateur final. Bon, en Europe, il y a des mandats, donc on a la chance d'avoir des mandats. Alors on se plaint beaucoup de régulation, mais en réalité, s'il n'y a pas de régulation dans notre secteur, il ne se passerait rien. Et on a la chance d'avoir des mandats qui vont imposer des pénalités en réalité aux compagnies aériennes qui n'incorporent pas du SAF. La pénalité est relativement importante, donc elles vont avoir une incentive très forte pour incorporer ce SAF, que ce soit bio ou I. Maintenant, si on regarde du point de vue du consommateur final, le kérosène, c'est à peu près 40%, 50% du prix d'un billet. Vous n'allez pas avoir 100% de SAF dans tous les vols en Europe, donc ça va être au début quelques pourcents, 10%. Donc si vous avez 10% des 40% qui coûtent 2-3 fois plus cher, en réalité, vous allez payer votre Nantes-Milan, plutôt que de le payer 120 € sur EasyJet, vous le paierez peut-être 150, 160 €. Ce ne sera pas une grosse différence. Alors, on est dans un marché concurrentiel, donc évidemment, ce qui est important, c'est d'avoir c'est au plus bas, mais enfin, ça va pas réduire. L'élasticité ne va pas être très forte, ou au contraire, elle sera très forte selon la manière dont on le voit. Donc on est sur un marché où on a la chance, ce qui n'est pas le cas du transport maritime. Vous regardez le transport maritime, le carburant, c'est 90% du coût d'un conteneur. Ce n'est pas le cas d'un billet dans l'aérien. Donc la sensibilité à la variable du pétrole ou du kérosène, elle est quand même raisonnable. Alors moi, je partage à moitié seulement. Quand on entend la directrice d'Air France ou d'autres acteurs de l'aérien parler des SAF, tout le monde dit, mais si on n'a pas des SAF qui arrivent massivement et à prix bas, l'aviation va redevenir ce qu'elle était dans les années 80, un sport de riches. C'est-à-dire un marché de niche, non plus pour les 10% les plus riches, mais pour les 1% les plus riches. Et donc on n'ira plus du tout en vacances en avion, de façon légère, comme on peut le faire, comme on le voit aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, l'équation, elle commence à être claire. Le kérosène, ça vaut 800 $ la tonne, avec un peu de fluctuation. Le prix des SAF moyen en Europe en 2024, c'est 2768 € la tonne. Donc, c'est entre 3 et 4 fois plus cher. Et ça, c'est de l'EFA. C'est de l'huile de cuisson usagée, la moins chère des technologies. Donc, ça veut dire que si le kérosène, c'est 40% du prix de l'avion, si on a un kérosène qui est 3 fois plus cher, hypothèse plutôt basse, ça veut dire qu'on va augmenter le prix de l'avion de plus 80%. On va presque doubler le prix de l'avion si on mettait le prix du transport si on mettait que du SAF. Donc, c'est ça la réalité qui nous attend. Les premiers pourcents, ils ne sont pas très douloureux. C'est des petits, ils ont une valeur symbolique. Mais déjà, les 20% de 2035, ils vont commencer à peser très lourd. Et donc, la question de qu'est-ce qui suit l'EFA, qu'est-ce qui va vraiment marcher, le coût va tout faire. Si on est à 5 € le kilo, peut-être qu'en fait l'Europe va finir par lâcher. L'Europe va peut-être dire, non, en fait, on voit que les avions se détournent de l'Europe, on est les seuls couillons à payer au niveau mondial, et donc on arrête pour rééquilibrer la concurrence avec les autres. Et si en revanche, le coût du SAF reste en dessous de 3, et peut-être même un peu en dessous, parce que économie d'échelle, parce que progrès technologique, parce que plein de choses, peut-être que là, on s'inscrit dans une voie vertueuse. Donc nous, notre objectif avec notre partenaire
avec qui on vient de s'engager dans cette collaboration, notre objectif, c'est d'avoir un coût qui est le plus bas possible et compatible avec le prix actuel du SAF, qui est entre 2500 et 3000 $ la tonne. Alors moi, je souhaite rester positive et je pense que l'Europe, à un moment, va devoir faire preuve de pragmatisme. De toute façon, moi, ce que je pense, c'est que je continue d'insister qu'il faut collaborer entre technologies et porter le marché vers des technologies plus optimisées pour justement réduire les coûts. Nous, ce que nous voyons, parce que la question revient tout le temps sur les prix du SAF, c'est un énorme écart entre la production aux US et la production en Europe. Pour deux raisons. La biomasse n'est pas chère et on peut faire des usines énormes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On arrive à faire du SAF en Amérique environ 1000 $ la tonne. C'est impossible en Europe. Qu'est-ce qui va se passer à mes yeux? Il va y avoir des bateaux avec du SAF qui traversent l'Atlantique et viennent en Europe. Ça, pour moi, ça va être la première solution. Par contre, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pas tout le SAF fait en Amérique est compatible avec les mandats en Europe. Et ce que nous prévoyons, c'est qu'il va y avoir deux prix du SAF. Les prix pour les marchés sans mandat, donc du SAF fait à partir de biomasse qui a une autre concurrence d'usage, et le SAF qui est compatible au mandat, donc du SAF avec de la vraie biomasse résiduelle. Et ce SAF-là, effectivement, il aura un prix plus élevé. Nous prévoyons juste au-dessus de 2000 €. Nous avons deux projets avec ces valeurs-là. Vous l'avez abordé, mais c'est un marché mondial nécessairement, hein, puisque les avions, voilà. Donc, je vous avoue que je suis au courant de la régulation en Europe, mais pas bien dans les autres pays du monde. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler la régulation et quels sont les moyens de contournement, c'est-à-dire aller se remplir, ou comme vous le disiez, avoir des bateaux. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision sur l'aspect régulation mondiale? Donc il n'y a que deux régions qui ont des mandats, c'est l'Europe et l'Angleterre. Donc c'est à peu près les mêmes mandats, avec quand même quelques nuances. Donc ça démarre à 2% au 1er janvier 2025, donc ça vient de démarrer. Avant ça, il y avait quelques mandats nationaux, la France notamment. La France a été le premier grand pays à mettre un mandat de SAF, 1% en 2022. Ensuite, aux États-Unis, il n'y a pas de mandat, il y a des incitations. C'est ce qui s'appelle le Grand Challenge. 3 billions de gallons, ça fait environ 9 millions de tonnes de SAF en 2030. C'est un objectif et ça implique de faire doubler la production de SAF tous les ans. Alors en 2024, la production de SAF a effectivement doublé aux États-Unis, production et consommation. Donc cette année encore, en 2024, ça a fonctionné. Est-ce qu'en 2025, ça va continuer? Beaucoup d'incertitudes. En tout cas, ce n'est pas une obligation, c'est des avantages fiscaux, c'est des subventions faites à la production. Plus récemment, il y a quelques pays en Asie qui commencent à s'y mettre. Il y a Singapour, il y a le Japon, l'Inde en parle, un peu la Malaisie. Voilà, donc ça commence tout doucement en Asie. Les contournements des régulations, évidemment, c'est la grande question, c'est est-ce que les avions vont se détourner d'Europe, notamment les vols avec escale. Est-ce que Singapour-New York, qui peut faire une escale à Paris ou à Londres, est-ce qu'il ne fera pas une escale à Istanbul, aux portes de l'Europe, en fait, Dubaï, Istanbul, c'est la grande peur de l'Europe. Et puis plus gravement que ça, est-ce que les gens ne vont pas se détourner de l'Europe? Parce que si on veut passer ses vacances quelque part, c'est moins cher de le passer en Turquie, ou c'est moins cher de le passer dans une autre destination, et donc on réduit du coup l'attraction touristique de l'Europe. Je voudrais juste ajouter ce que Marc a dit. Donc,
les États-Unis ont des incentives à la production. C'est pour ça que c'est pas cher faire du SAF en Amérique. Et l'Europe a des mandats, une obligation d'utiliser le SAF. Et c'est pour ça que le SAF va être cher en Europe. J'ajouterais juste un point, c'est que l'Europe quand même veut mettre en place une certaine indépendance énergétique, c'est-à-dire que nous voyons que les compagnies aériennes européennes sont prêtes à payer le SAF un peu plus cher parce qu'il est fabriqué en Europe. C'est quand même des incentives politiques et un souhait de devenir indépendant énergétiquement. C'est une possibilité que l'Europe a maintenant qui n'a jamais eu auparavant, et c'est un vrai sujet, l'indépendance énergétique, qu'il faut tenir en compte dans tout ça. Et je ne suis pas si négative parce que je pense que toutes ces technologies vont évoluer, vont s'améliorer, elles vont s'incorporer, elles vont quand même permettre de réduire ces coûts du SAF que nous voyons aujourd'hui. Bonjour, merci. Je voulais savoir si en Europe, il y aurait un possible changement des matières qui pourraient être utilisées, parce que j'ai l'impression qu'en voulant faire utiliser des matières résiduelles, de la paille, etc., on se met quand même à un gros challenge technologique. On le voit sur le routier, on a vu tous, les usines ont toutes fermé en Europe. Enfin, il y a très peu de projets pour fournir déjà le 2G sur le routier en Europe. Donc le SAF, enfin voilà, avoir des sucres 2G fermenticibles, c'est une complexité quand même. Est-ce que l'Europe sera prête un jour, je ne sais pas si vous êtes dans les discussions, mais à revenir à des sucres 1G qui sont alimentaires, mais bon, le sucre, on en mange déjà trop, quoi. Donc, en fait, ce qui est un peu étonnant, c'est que le transport routier utilise des sucres 1G. Dans une certaine limite, ça s'appelle le food cap, c'est 7% du transport routier utilise des ressources agricoles qui sont en concurrence directe avec l'alimentaire. Pourquoi n'étend-on pas cette autorisation de 7% à l'aérien ? En fait, parce que les temps ont changé. C'est-à-dire que le routier, ça date des années 2000. L'aérien, c'est maintenant que ça se passe. Et aujourd'hui, il y a de la pression des écologistes qui disent surtout pas de ressources agricoles supplémentaires. On peut le contester, on peut en débattre, en tout cas c'est comme ça. Il y a quand même une incohérence massive. C'est qu'en fait, la même Europe dit le routier va être totalement électrifié. Donc ça veut dire que toutes les ressources de première génération, le sucre, un peu de céréales et des huiles, toutes ces ressources de première génération qui étaient dévolues aux routiers vont perdre leur marché. Et donc pourquoi ne pas transférer ces volumes vers l'aérien ? Et ce sujet-là est évidemment dans les esprits. Il y a un peu une histoire de personne ne veut trop s'exposer à l'Europe, donc une sorte de tabou des ressources de première génération. Mais il y a aussi un bon sens qui commence à faire son chemin. Et les grands pays agricoles, en particulier Pologne, Suède, France, commencent à s'emparer du sujet. Peut-être que dans la prochaine version de la réglementation, la RED 3, il y aura des exceptions et des volumes première génération possibles. Oui, je voudrais juste ajouter un point, c'est les terres marginales, c'est-à-dire les terres qui ne sont pas plus appropriées à l'agriculture pour nous nourrir, parce qu'elles sont trop dégradées. Et bien sûr, ces terres, on pourra faire des agricultures énergétiques pour alimenter les usines de SAF. Ça, c'est très important, surtout dans un contexte de changement climatique, où en tout cas dans le sud de l'Europe, nous voyons vraiment des terres qui se dégradent, qui se désertifient. Regardez le centre de l'Espagne et même certaines régions du Portugal. On ne peut plus rien faire sur là. Et ben, des agricultures énergétiques, c'est une façon de régénérer les terres et je considère très importante pour faire face à ce changement climatique et résoudre le problème du SAF aussi. Oui, bonjour. Harry Demey de CEA Grenoble.
C'est une question un peu plus orientée vers la technique et la faisabilité aussi. C'est plutôt pour Marcel et Sarit. Au fait, pour Marcela, principalement, vous avez parlé d'un procédé flexible qui admet tout type de biomasse. C'est intéressant. Par contre, je voudrais savoir, j'imagine que pour un type de biomasse ou d'un autre, il y a un prix à payer pour le SAF. Okay. Quel type de biomasse vous préférez ou de déchets déjà? Et puis savoir combien il faut de biomasse pour produire une tonne de SAF dans vos procédés. Okay. Et ma deuxième question est pour Sari. Sari, vous avez parlé d'un procédé continu de HTL, ouais, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est un procédé qu'on peut faire, enfin, on peut le mettre à l'échelle déjà? Continu, ça veut dire quoi pour vous? Et est-ce qu'il y a aussi la filtration de l'huile en continu aussi? Voilà, c'est mes questions principales. Alors merci. La première question donc était quel type de biomasse nous préférons? Je rappelle que nous sommes fournisseurs de technologie, mais nous avons notre projet SAF à Paris-Vatry. Donc je vais parler de ce projet en particulier. La biomasse que nous préférons, c'est la moins chère. Donc celle qui est moins chère aujourd'hui, ce n'est pas celle qui sera nécessairement moins chère demain. Et ce que nous avons fait pour ce projet, c'est que nous avons surdimensionné l'apport de biomasse. Pas toute est si bon marché que ça, parce que nous voulons avoir une diversification. Et il est sûr que la biomasse qui est plus lointaine est moins chère, même si on prend en compte le transport. La deuxième question, c'était combien de biomasse il faut pour faire disons une tonne de SAF. C'est une très bonne question. Ça dépend, de la biomasse qu'on utilise, on revient à ça, et du procédé que l'on utilise. Il faut savoir qu'il y a certains procédés qui sont plus efficaces en tant que rapport. Par exemple, le procédé Fischer-Tropsch, c'est plutôt efficace. Nous avons un rapport à peu près 3,5 pour 1. Sur le alcool to jet, c'est 5 pour 1. Il faut aussi se tenir en tête que nous pouvons doubler cette production si nous faisons du SAF en parallèle avec la même quantité de biomasse. Nous aurons le double du SAF. Malheureusement, nous doublerons aussi le prix. Et c'est le souci d'aujourd'hui. Ok. Merci pour les questions. Donc, concernant le système continu, donc pour l'instant, on a un système qui va fonctionner à 1 litre par heure. Et l'idée, c'est d'utiliser cette installation-là pour faire de la modélisation, pour faire des modèles mécanistiques qui peuvent nous permettre en fait, d'aller plus loin dans le design pour monter en échelle, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et pour la filtration, en fait, nous, ce qu'on fait, on fait une dépressurisation dans notre procédé avec une technologie qui ne nécessite pas de filtrer le biocrude, c'est-à-dire on transfère en fait cette étape de séparation de biocrude, d'hydrochar et de la phase minérale pour la partie, ce qu'on appelle post-traitement, qui est juste avant l'hydrotraitement. Donc le HTL, il peut fonctionner sans la filtration, mais la question de filtration va se poser ailleurs, mais on peut le faire à froid. Ça sera l'avantage, c'est de pouvoir le faire à froid. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance, à l'un ou à l'autre, ou plus général? Merci. N'oubliez pas de vous présenter. Bon, bonjour, donc Florian Leclerc, je travaille chez Pearl Infrastructure Capital. On est un fonds de private equity dans la transition énergétique. Tout ce qui est biocombustible, black pellet, SAF, etc. On est dedans. Moi, ma question elle est simple, elle est pour le panel. Est-ce que vous avez des projets à court ou moyen terme dans lesquels on peut investir? Voilà, donc je suis disponible.
la réponse est oui. Venez me voir tout de suite après la conférence. Je ne suis là qu'aujourd'hui. Ok, à tout de suite. On a, je pense, enfin, on a toujours des projets d'investissement. Donc, parlons-nous. On a parlé un peu des différences effectivement entre les États-Unis et l'Europe. Vous mentionniez, oui, le changement d'administration aux États-Unis. Comment vous voyez les choses, les uns et les autres? Beaucoup d'incertitudes évidemment, mais peut-être du pragmatisme aussi. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire une chose, c'est qu'on a déjà un peu vu le film. Donc en 2016-2020, qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans un premier temps, fin des énergies renouvelables, tout ça c'est poubelle. Et puis dans un deuxième temps, assez rapidement, quand même, il y a tout le Midwest qui travaille à faire de l'éthanol, et un peu de biodiesel, qui vote Trump quand même, et donc qu'il faut un peu ménager. Et donc finalement, la période 2016-2020, elle a été très bénéfique pour les énergies renouvelables aux États-Unis, avec un angle plus business que sobriété carbone. Mais les agriculteurs et toutes les unités de bioéthanol ont fonctionné à plein pendant cette période-là. Donc nous, ce qu'on imagine, c'est que ça va se passer de la même façon, c'est-à-dire que tout a été retiré pendant 60 jours. Tout va probablement être redonné, mais avec une sauce un peu différente pour que ce soit alloué à la nouvelle administration. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est que les États-Unis produisent trop d'éthanol. Donc, ils produisent 55 millions de tonnes d'éthanol sur les 100 qui sont produites dans le monde. Et leur marché domestique, c'est 50. Donc, ils ont 55 de production, 50 de consommation, plutôt en baisse à cause du télétravail. Donc le marché de l'éthanol, c'est le marché de l'essence, c'est 10% du marché de l'essence. Donc il y a un petit peu moins de consommation d'essence, donc un peu moins de demande en éthanol. Donc les 5 millions de tonnes de trop sont en train de devenir 6, peut-être bientôt 7. Et ça, c'est un problème. Ils savent pas quoi faire de ces 5 millions de tonnes en croissance. Ils sont obligés de les exporter. Mais comme ça vaut pas cher l'éthanol, il faut aller l'amener dans un port, le mettre dans un bateau, l'envoyer à qui veut bien l'acheter, c'est-à-dire nous, en fait. Et c'est pas très efficace comme solution. La solution, ce serait tellement bien si, au lieu de produire de l'éthanol, on produisait du SAF pour ces 5 millions de tonnes. Et là, il y a vraiment un enjeu business. Convertir ces 5 millions de tonnes en trop qui font de l'éthanol en quelques millions de tonnes de SAF à la place. C'est le projet de l'éthanol to jet. C'est aussi notre projet d'une façon différente. Au lieu de faire de l'éthanol, on fait du SAF à partir des mêmes ressources. Vous voulez rajouter quelque chose, Nicolas? Ouais. Ok. Donc juste pour rappeler en fait que les énergies renouvelables et les biocarburants sont là pour répondre à deux problèmes. Donc la plus urgente, c'est le problème le plus urgent, c'est le réchauffement climatique, et le deuxième, c'est la raréfaction des ressources. C'est-à-dire que même de point de vue pragmatique, il faut continuer à développer les énergies renouvelables, mais la crainte sera effectivement avec des choix politiques où on va passer à travers les critères de durabilité et sur le système de chacun pour soi, où effectivement, là où les pays où il y a plus de vulnérabilité, on s'en moque un peu, et ça c'est une crainte effectivement, et c'est pas qu'à l'échelle des États-Unis. Mais voilà. Contrairement au sujet précédent, je rejoins un peu ce que disait Marc. En effet, ce qu'on voit, nous on pense que les choses vont en réalité probablement s'accélérer aux États-Unis. Pour deux raisons. La première, c'est que, et je parle là notamment dans tout ce qui est e-molécules, donc ce qu'on appelle le synthetic natural gas, donc du e-méthane aux US, du e-méthanol ou du e-SAF. Alors même si ce sera bio, il y a du bio sur les SAF, mais sur le méthanol, il y a pas mal de I, et sur le SNG, il y a beaucoup de I. En réalité, c'est rien passé sous le mandat de Biden. C'est-à-dire qu'il y a eu l'IRA
qui a été voté il y a 4 ans, et il n'y a pas peut-être un projet d'hydrogène qui est sorti en 4 ans aux États-Unis. Donc c'est tout. Alors que c'était des subventions massives, tout le monde parlait du 45V, etc. Enfin, toutes les tax incentives. Bon, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé pourquoi? Parce qu'en fait, les règles d'application du tax incentive étaient trop compliquées et tellement peu claires. Et d'ailleurs, ça a été clarifié le 3 janvier, je crois. Donc, ils ont clarifié juste avant la passation de pouvoir, qu'en fait, personne n'a investi. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même un effet, maintenant c'est clair, et 2, va probablement y avoir un effet de simplification un peu des règles, qui reste quand même un peu compliqué, qui est un peu dans l'air du temps en ce moment, notamment aux États-Unis. Et on va faire peut-être un peu pareil d'ailleurs en Europe. Le deuxième sujet, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est qu'en fait, toutes les boîtes américaines qui sont impliquées dans les e-molécules, c'est toutes des boîtes du pétrole. Toutes. Elles sont toutes basées à Houston, elles sont toutes basées dans les Red States, et elles vont toutes financer, enfin, elles sont toutes, on va dire, de près ou de loin, un lien avec le Parti républicain. Donc, donc électoralement, je ne vois pas comment tous ces projets qui sont situés en Louisiane, en Oklahoma, au Texas, etc., ne devraient pas se réaliser alors que c'est dans des terres électorales plutôt favorables, a priori, au Parti républicain. Voilà. Oui, donc c'est intéressant. On voit quand même un frémissement au niveau des ISAF aux États-Unis également. Je voulais juste ajouter que du côté Hafner Energy, en tout cas, il y avait beaucoup d'intérêt pour les projets hydrogène. Cet intérêt a disparu. L'intérêt pour les projets BioSAF se maintient, surtout sur toute l'Amérique, pas que l'Amérique du Nord. C'est ça aussi qu'il faut être conscient, c'est que toute l'Amérique a beaucoup de biomasse et a beaucoup de biomasse pas chère et qui voit vraiment une opportunité d'exporter des biofuels vers l'Europe. Et je pense que en particulier, l'Amérique a toujours fait preuve de pragmatisme et d'agilité dans le business. Et l'Europe doit faire attention à ne pas se laisser dépasser par l'Amérique juste parce qu'ils ont en place des mandats très stricts qui vont finalement avantager d'autres pays que l'Europe en soi. En même temps, est-ce que l'Europe n'a pas des avantages à faire valoir? Alors vous parliez de l'Islande qui est un cas extrême, mais sur qui justifierait le fait qu'on promeuve davantage les ISAF en Europe? 100% d'accord. Je ne vois pas, contrairement à mes collègues, un grand intérêt pour les e-fuels en Amérique. J'en vois beaucoup plus pour les biofuels parce qu'en Amérique, ils regardent le prix. Price is king. Et si c'est cher, c'est pas intéressant. En Europe, c'est pas toujours comme ça. Donc, je pense que oui. Mais l'Europe doit, à mon avis, faire preuve de vraiment indépendance énergétique. C'est une opportunité pour l'Europe de vraiment commencer à produire de l'énergie à partir de ce qu'elle a. Donc, je pense que ce qu'il faut vraiment miser là-dessus et encourager la production en Europe. Peut-être là, j'ai une question aussi qui se pose. Du moment où les États-Unis vont commencer à exporter parce qu'ils ont moins de contraintes sur la durabilité, est-ce que nous, en Europe, on ne va pas aussi appliquer les règles de durabilité sur ce qu'on achète, pas sur ce qu'on produit sur place uniquement? Parce que si les États-Unis vont produire à partir de ressources agricoles des biocarburants, est-ce que nous, en Europe, on va interdire aux Européens de produire à partir de ressources agricoles, mais on va accepter d'acheter ces carburants qui sont produits ailleurs par ces mêmes ressources? Je peux répondre à cette question parce qu'on l'a regardé. Si ce n'est pas construit à partir de biomasse résiduelle et ça ne suit pas les critères européens, ce SAF ne sera pas applicable au mandat. Nous avons notamment des usines en Amérique qui ont des projets. Je suis d'accord, ce n'est que des projets. Et ils regardent le marché local pour une certaine production qui ne suit pas les mandats, avec des prix beaucoup plus bas, je dirais la moitié,
que les prix du SAF qui vont pouvoir exporter en Europe pour suivre les mandats. Alors ça c'est la situation aujourd'hui, mais il y a quand même le spectre. Souvenons-nous qu'il y a 15 ans, le grand démon, c'était le gaz de schiste. Aujourd'hui, qui est le premier importateur mondial de gaz de schiste, c'est la France. Et donc, on voit le même spectre se profiler. On interdit tout le SAF facilement faisable, entre guillemets. On laisse les États-Unis le faire. Puis après, finalement, c'est le seul SAF qui existe. Et puis, dans un deuxième temps, l'Europe se résout à, puisque c'est le seul SAF qui existe, allez, on en importe. Et on aura le résultat de cette situation, ça sera qu'on aura interdit aux acteurs européens de se développer sur des ressources de première génération pour finalement basculer dans l'importation et créer des dépendances avec une dépendance de plus vis-à-vis des États-Unis ou d'autres pays. Donc moi je le redoute quand même assez fort. C'est pour ça que ce sujet de l'utilisation des ressources de première génération qui est très dogmatique en Europe, selon moi, doit être révisé. Et peut-être on verra dans la révision de la RED 3 en 2027 si ces ressources de première génération peuvent être utilisées dans une première mesure pour faire du SAF. Je voudrais juste ajouter un point qui va dans ce sens-là. Les États-Unis ne vont jamais mettre des mandats en place. C'est clair, en tout cas pas des mandats comme l'Europe l'a fait. Les États-Unis sont un vaste pays qui repose vraiment sur l'aviation. Ils n'ont pas d'infrastructure ferroviaire ou quoi que ce soit pour combler ces grandes distances. Et ils ne veulent pas absolument nuire à leur transport interne. Donc c'est clair qu'il ne va pas y avoir des mandats qui vont nuire à l'aviation en Amérique. Est-ce qu'il y aurait encore d'autres questions dans l'assistance? Ah, monsieur. Par rapport à tout ce qu'on a entendu au niveau des contraintes et des problématiques européennes, est-ce que ça veut dire que l'avenir du SAF est plutôt en dehors des frontières européennes, sur du court terme en tout cas? Il y a plusieurs catégories dans le SAF. Donc, le SAF de première génération avec des ressources de première génération est interdit en Europe, donc il n'y en aura pas jusqu'à ce qu'on change de pied. Les ressources dites de deuxième génération, c'est-à-dire les déchets agricoles et les déchets forestiers, en fait, les technologies qui devaient être mises en place n'ont pas abouti, donc ça ne marche pas non plus. Donc il n'y a pas de technologie qui permette d'extraire les sucres à partir de ressources de deuxième génération, avec quelques exceptions quand même. Nous, par exemple, on travaille avec un acteur estonien qui s'appelle Fibenol, qui a l'air d'y arriver, mais avec une sorte d'arbre en particulier, les bouleaux. Et donc, ça met des contraintes assez fortes sur ces ressources de deuxième génération. Ce qu'on voit dans la projection de Sky Energy, donc l'acteur de référence qui fait des études de marché sur le SAF, c'est tout le SAF européen, c'est de l'EFA, donc les huiles de cuisson usagées, puis des e-SAF à base d'électrolyse de l'eau, donc d'hydrogène et de CO2, avec la question de l'acceptabilité de ce prix. Aujourd'hui, on parle entre 5 et 10 euros le kilo, base Europe. Est-ce qu'il y a vraiment une place pour des produits à 5 à 10 euros le kilo dans ce marché de l'aviation? Donc beaucoup d'incertitudes. Peut-être que ces prix vont baisser. En tout cas, il y a des incertitudes commerciales et technologiques. Oui, alors sur le I, le prix va beaucoup dépendre évidemment du prix de l'électricité et du prix de l'hydrogène. Pour ne pas basculer sur une dépendance du I, parce qu'il y a des mandats spécifiques d'incorporation de I, parce qu'en fait, en réalité, tout ça, il y a quand même un sujet de ressources de biomasse qui fait que les prédictions, elles disent qu'il y a du I, parce qu'à un moment, il y a la biomasse, il n'y en a plus assez pour faire du bio. Mais la question de la dépendance, elle est importante, parce qu'aujourd'hui, le I aux États-Unis,
il peut apparaître pas cher et on voit les projets de I arriver, pas pour la production américaine, mais pour export vers l'Europe, en effet. Il ne faut pas qu'on bascule rejoint d'une dépendance aujourd'hui fossile à d'autres pays vers une dépendance du I sur les États-Unis. Et pourquoi les États-Unis auraient une molécule de I pas chère? Alors il y a le coût du transport, mais en réalité, il y a d'une part le coût de l'électricité qui est dans certains endroits moins cher, pas partout, hein, mais dans certains endroits moins cher qu'en Europe, mais c'est aussi parce qu'il y a des subventions massives sur l'hydrogène. Et en réalité, s'il n'y a pas les mêmes subventions massives sur l'hydrogène en Europe de manière équivalente à ce qu'il y a aux États-Unis, on aura forcément l'hydrogène plus cher en Europe et donc on se retrouvera à importer du I depuis les États-Unis qui, eux, le subventionnent pour produire aux États-Unis et l'exporter vers l'Europe. Bon, donc évitons les trucs absurdes de ce type et essayons d'être un peu pragmatiques aussi. Je voudrais juste ajouter qu'il est possible quand même de faire du biosaf en Europe si on ouvre toutes sortes de biomasse résiduelle à sa production. C'est un peu là la sauce secrète pour une réussite de l'Europe et je pense que l'Europe devrait vraiment regarder ça et l'encourager parce qu'on ne peut pas passer d'une importation d'une énergie fossile à l'importation d'une énergie bio. Il faut vraiment regarder ce qu'on peut faire en Europe. Peut-être finalement pour l'Europe que le e-biosaf pourrait être un compromis intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc il y a plein d'idées de faire des espèces de mix entre la partie hydrogène et la partie ressources végétales. Nous-mêmes, on a un peu d'hydrogène. On est notre biosaf, il est en fait 95% bio et 5% I. Il y a un petit peu d'hydrogène qui a le droit d'être renouvelable dans le procédé. Donc les biosaf, le sujet ça va être le même que pour tout le monde. C'est où sont les technologies et comment se mettent-elles à l'échelle? Je pense effectivement que ce mix e-biosaf a un grand futur en Europe. Je suis tout à fait d'accord. Nous avons quand même la chance en Europe d'avoir des pays où il y a beaucoup de soleil. J'ai lu un article sur l'Economist que j'ai trouvé très intéressant qui dit que le futur de l'Europe en tant que compétitivité va être les PIGS, c'est-à-dire les pays les plus méditerranéens, parce que c'est ces pays-là qui ont le plus de soleil et vont avoir plus accès à des énergies solaires pas chères. Et c'est très intéressant de voir ce basculement. Si vous regardez un peu ce qui se passe en Espagne au niveau de l'énergie, ils mettent des panneaux solaires partout et ils arrivent à avoir des rendements très très intéressants qu'on ne va pas pouvoir avoir au nord de l'Europe, qui en ce moment a l'énergie la moins chère. On va pouvoir reconstruire des châteaux en Espagne alors. Un fait concret, pas des prédictions. En 2024, c'est l'Espagne qui a eu la plus grande croissance dans toute l'Europe, 3,5% du PIB. C'est un fait. Et c'est aussi grâce à ça. Le fait d'avoir une énergie compétitive est extrêmement important pour la compétitivité des pays. Voilà, c'était pas une plaisanterie. Ouais, donc pour le e-biosaf, en fait, si vous faites référence au Fischer-Tropsch où on enrichit avec l'hydrogène, ou vous faites référence à l'hydrogène qui vient de sources électriques avec, peu importe le procédé, on a du raffinage derrière. Parce que pour celui de Fischer-Tropsch, il faut que Fischer-Tropsch déjà soit mature pour que le I, ça fonctionne bien et ça crée des synergies assez importantes. Je suis d'accord. Et ça sera la même chose pour, si on parle de HTL ou pyrolyse ou autre, où on va raffiner. Ça dépend. Il faut que ces technologies arrivent à maturité pour que... Tout à fait. D'ailleurs, il y aura entre